drink? No, Victor, you may not. May I learn my English lesson? Yes, Victor, you may. Des concerts le dimanche matin. Rien. Écoutez, je fais ce que je peux dans la vie. On me dit que je suis beau, intelligent, j'écris des livres aussi. Et puis là, je suis en visite au salon parce qu'on me l'a demandé, puis ça fait bien. C'est la seule raison finalement. Puis j'adore les Suisses aussi. Hein? On peut pas se passer des Suisses. Bon, il y a le chocolat, il y a le fromage, bon, mais aussi les Suisses sont gentils. Si. Vous avez fait le jeu? Vous n'avez pas fait le jeu, mais c'est pas compliqué. Monsieur, je vais faire le jeu. Et hop, c'est pas compliqué. Vous filmez le jeu, ok? Dites-moi, monsieur Voltaire, vous êtes sûr que Voltaire avait cet accent? Si, c'est un Voltaire exotique. Bon, il a beaucoup voyagé, Voltaire. Bon, lorsqu'il était en Angleterre, il avait l'accent anglais. Lorsqu'il était en Italie, il avait l'accent italien. Hé, qu'est-ce que devais-je te dire? Il avait tous les accents. Là, vous allez remplir les carrés blancs avec des petites vignettes que vous allez coller. Et lorsque vous avez fini ça, vous allez gagner le livre de Voltaire. Vous voyez quand même une ressemblance. Ça, c'est avant le coiffeur, ça, c'est après le coiffeur. C'est beau, hein? Allez. C'était mieux avant. Toujours été déçus. Il faut dire qu'ils leur en demandaient peut-être trop et qu'il était difficile à vivre.
va peut-être passer, mais il voit bien, il est déjà toujours ici. J'ai pas compris ça. Ouais, demain matin, on ne peut pas marcher la presse, mais on marche le boulevard où je suis. L'axe de la fermeture de 14 heures. Ouais, mais le problème, si tu veux, ce que je voulais. Nous avons donc ici une casse, c'est-à-dire un tiroir à caractère. Ça s'appelle la casse parisienne. C'est uniquement pour toutes les langues qui sont dites latines, c'est-à-dire le français, l'espagnol, l'italien. Elle est divisée en 4. Cette partie ici contient les majuscules classées dans l'ordre alphabétique. Cette partie ici contient les lettres accentuées, A, E, I, O, U, circonflexe, tréma, etc. Et toute cette partie inférieure, qui s'appelle d'ailleurs le bas de casse, signifie que c'est là que l'on met les minuscules. Vous avez donc toutes les minuscules qui alors, elles, ne sont plus groupées par ordre alphabétique, mais simplement dans un ordre d'utilisation fonctionnel. Vous remarquez que le casse-teint, c'est-à-dire le casier de la casse qui est le plus grand, contient le E qui est la lettre la plus utilisée en français. Ici, vous avez encore les chiffres et là, quelques espaces, la ponctuation. Alors voilà, on va vous composer une ligne au moyen du composteur. Voici un ancien composteur. C'est dans cet outil que nous assemblons les lettres de plomb. Une chose encore, pour ceux que cela intéresse, les lettres de plomb sont un mélange de plomb, antimoine, étain, cuivre, 65% de plomb, 28% d'antimoine, 6% d'étain, 1% de cuivre. Alors je vais peut-être vous composer quelque chose qui vous intéresse. On va faire, je crois, AVA, canal 29. On va y aller. Alors voyez, je vais le faire en majuscule, donc je pars ici. Hein? Alors, vous allez peut-être vous demander comment est-ce que l'on fait pour ne pas tourner les lettres à l'envers. Nous allons regarder cela tout de suite. Voici ici, je prends un A minuscule et vous remarquez qu'il y a un cran. De l'autre côté, il n'y a rien. Le typographe, par cela, simplement au toucher, peut savoir si sa lettre est à l'endroit ou à l'envers. Donc, il la prend entre le pouce et l'index et il la tourne de façon que le cran soit contre lui. Voilà pour cela. Nous allons accélérer. Votre lettre A, V, A, trait d'union, canal 29. Nous remettons en place. Pour remettre en place, nous avons une façon de faire. Nous vidons le composteur. Je vous laisse vous approcher. Voilà. Vous voyez la lettre, la ligne, nous la prenons entre le pouce et les majeurs, les index étant là pour tenir la ligne. La main glisse. Excusez-moi, je n'ai pas les mains très propres, mais c'est normal pour un imprimeur. Et ensuite, on prend une lettre après l'autre et on la fait glisser dans le sens inverse de la composition. C'est-à-dire qu'on sélectionne toujours entre le pouce et l'index la lettre désirée pour la remettre exactement dans le casier qui correspond. Ici, nous allons prendre même beaucoup de lettres. Le A, le point, le V, le point, le A, le point, et le lingot, c'est-à-dire la barre de plomb nécessaire, se remet ici. Voilà pour ce qui concerne la casse, et c'est comme cela que l'on a travaillé jusqu'il y a 20 ans environ, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de l'ordinateur.
Maintenant, nous allons passer à côté et voir comment on a travaillé plus anciennement depuis Gutenberg, c'est-à-dire 1452, jusqu'à l'avènement de la vapeur, c'est-à-dire 1810-1820, sur une presse semblable. Et nous allons nous tourner et voir ce qu'il en est. Allez voir comment on fait pour étaler l'encre. Je prends de l'encre dans une boîte, ici, avec la spatule. Je l'étale. Nous ne faisons qu'en mettre un petit peu. Bien sûr qu'au début, on en met davantage. Et nous l'étalons sur une pierre polie qui s'appelle un marbre. Nous allons ensuite étaler ceci avec un rouleau. Il faut que l'encre soit bien régulière, autrement l'impression sera ratée. C'est très important qu'elle soit bien étalée. Vous entendez ce petit bruit caractéristique? Ce petit tic-tic qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour savoir, d'après simplement en écoutant, qu'il y a assez d'encre, ou s'il y a trop d'encre, eh bien on l'entend aussi. Nous allons donc passer maintenant à la série de la presse. Nous travaillons notre encre et nous allons ancrer la composition que vous venez de voir. La durée disponible, parce que c'est long à imprimer. Il faut ancrer avec beaucoup de soin. 50% du résultat dépend de l'ancrage. Donc nous faisons ceci régulièrement. Nous reposons le rouleau, nous prenons une feuille, nous la posons ici. Vous remarquez que nous la marchons sur ces taquets métalliques. Du temps de Gutenberg, c'était simplement des morceaux de carton collés. Il y a longtemps qu'on connaissait la colle, par exemple la colle d'amidon, puisque l'on collait même le parchemin. Là-dessus, pour plaquer la feuille, nous rabattons le premier châssis. Nous allons maintenant mettre la feuille en contact avec l'ancrage. Nous faisons le deuxième rabattage de châssis. Nous nous saisissons de la barre et nous allons avancer, c'est-à-dire mettre sous presse, voilà l'expression. Nous allons mettre sous presse, à l'aide du chariot mobile, la composition. Nous prenons ici, en nous appuyant très fortement, nous prenons appui et nous pressons. La pression exercée ici sur la platine est d'1 tonne, c'est-à-dire 1,45 kg au centimètre carré. Nous rouvrons, nous refaisons les choses dans le système inverse. Nous rouvrons et voici le résultat. Voilà comment on a imprimé depuis 1452 jusqu'à plus de 1800 sur une machine de ce même type. Cette presse comporte 3 bois différents. Nous avons ici le levier qui est fait en noyer, de même que la barre, tout ce qui est tourné. Ici, la platine de pression, comme ce qui est au-dessus, est fait en chaîne contre-collée, avec un morceau de fer plané. Ici, c'est également du chêne. Ici, nous avons du frêne. Nous pouvons remarquer cela à sa veinure particulière. Tout le reste est en sapin. La table et le portique. Le portique seul pèse 94 kg ou 94 kg si vous voulez, c'est la même chose. C'est la pièce la plus lourde et que nous ne démontons pas. Quelques presses, par exemple, on l'a vu dans des croquis de l'époque, quelques presses avaient, en plus de sculpture, quelques modifications, c'est-à-dire deux colonnes qui étaient au-dessus, qui arrimaient la presse très fortement au plafond, de telle manière que quand on donnait un coup de levier, on supprimait les problèmes de pression verticale, puisqu'il y a une si forte pression donc, au moment de l'impression. Et cela évitait d'avoir cette pièce
cette traverse qui bouge. Voilà les seules modifications qu'il y a eu pendant 400 ans. C'est pour cela que quand on parle d'une copie de la presse de Gutenberg, ce n'est pas quelque chose qui est faux, c'est tout à fait réel. Il y a eu également des presses dites à 2 coups, c'est-à-dire où on pouvait imprimer 2 pages à la fois. Alors, c'était un système à peu près semblable, simplement le cadre était le double, une page, une autre page. Ici, bien sûr, c'était dimensionné différemment, mais c'était toujours un cadre, un châssis rabattable. Et nous allons le voir maintenant. Ici, il s'agit d'une presse à 1 coup pour une page, mais nous allons pouvoir voir que pour une presse à 2 coups, le système était guère différent. On mettait alors, bien sûr, une feuille beaucoup plus grande que celle-ci. On rabattait également le châssis. On avait ancré au préalable. Bien sûr, le châssis était le double longueur. Et la table était plus longue, environ de 50 cm. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, imaginons que ici nous avons la première page qui s'imprime. Elle s'imprime donc exactement comme cela. Et alors, si c'était une presse à 2 coups, il suffisait que je lève la butée et que je continue de pousser et refaire une fois et nous avions la deuxième impression. Voilà comme les choses se sont faites, mais mis à part ces modifications, rien n'avait bougé depuis Gutenberg.